J'avais promis à ma sœur d'essayer de lui réparer son fer à vapeur. Un Calor Pro Express Turbo. Mais voyons quel problème il a. Au début, tout se passe bien, sauf qu'au bout de quelques minutes, il fait de moins en moins de vapeur, jusqu'à carrément ne plus en faire du tout. On entend pourtant l'électrovanne s'enclencher, parfois même la pompe. Aucun défaut qui s'affiche, et si on met hors tension et qu'on remet, le bouton vert se met à clignoter même si on fait un reset, mais pas pendant 2 minutes, à l'infini. Avant de tout démonter, je vais purger la chaudière et la rincer, et même faire un détartrage, même si ce n'est pas forcément conseillé par le fabricant. En effet, cette tige plongée dans la cuve est censée faire le travail. Mais il n'y a pas de calcaire accroché, elle a l'air propre, et pas de morceaux qui s'écoulent lors de la vidange. J'utilise donc cette poudre spéciale détartrage fer à repasser, je la mélange à de l'eau, j'en mets un tout petit peu dans la cuve de la chaudière, et le reste dans la cuve plastique. On laisse agir une petite heure, mais ensuite tout remettre en route pour faire circuler l'eau plus la vapeur dans l'intégralité du circuit. Cool, ça a l'air pas mal, la vapeur sort bien. Sauf qu'au bout de 5 minutes, idem. Ça pompe, ça claque, mais il n'y a rien qui sort. Du coup, on va devoir tout démonter en commençant par le carter plastique inférieur pour voir dans un premier temps comment ça fonctionne. Du réservoir d'eau amovible, on va alimenter la pompe avec ce tuyau noir. Et celle-ci va faire circuler l'eau jusqu'à la chaudière. Enfin, à la sortie de la cuve, une électrovanne va bloquer la vapeur ou bien la laisser passer jusqu'au fer où elle ressortira par sa semelle. La chauffe de l'eau, produite par l'alimentation en 230 volts d'une résistance interne, est régulée par ce thermostat ainsi que ce bilan thermique de sécurité. Tout le fonctionnement est géré par une carte électronique basée à l'arrière du bloc. La température dans la chaudière peut monter facilement à 130-140 degrés puisque la pression y est de 5 bars. Et ça répond d'ailleurs à la question précédente. Si les aliments cuisent plus vite dans une cocotte minute, c'est que l'eau de cuisson est supérieure à 100 degrés puisque la pression y est importante. Mais avant de continuer la réparation, quelques questions. On remarque qu'il y a une seconde électrovanne. À ton avis, à quoi sert-elle? Ensuite, fixée sur le côté de la chaudière, on aperçoit un composant dont on n'a pas encore parlé. À ton avis, c'est quoi et quelle peut être son utilité? Voilà, où ces fils sont soudés sur la carte, ça pourra peut-être t'aider. Et enfin, sur la première électrovanne permettant le passage de la vapeur, il y a un orifice. Quel peut bien être son rôle? 3 réponses qui nous aideront peut-être à trouver la panne. Si tu as su répondre à une ou 2 questions sur les 3, c'est déjà pas mal. Car cette fois-ci, c'était vraiment corsé. Cette seconde électrovanne ne sert pas à alimenter la chaudière, c'est la pompe qui a ce rôle-là, mais à augmenter l'humidité de la vapeur. Elle injecte de l'eau directement à la sortie de l'électrovanne de passage vapeur, c'est ce qu'ils appellent la fonction turbo. C'est mis en fonction par ce bouton qui active les 2 électrovannes simultanément. Ensuite, cet orifice, c'est l'échappement de la soupape de sécurité. Elle est intégrée dans l'électrovanne et recrache de la vapeur en cas de surpression, donc attention aux brûlures. Lors d'un test, j'ai failli en faire les frais. En troisième, voici peut-être l'élément le plus intéressant. Je vous ai un peu aidé quand je vous ai montré l'indication CTN au niveau de son branchement sur la carte. CTN, coefficient de température négatif. C'est une thermistance qui sert de sonde, mais dont le rôle final est de contrôler le niveau d'eau dans la chaudière. Et oui, la mesure de température dépend aussi de l'échange thermique, qui n'est pas le même avec l'eau et avec l'air. Je me suis dans un premier temps connecté avec 2 fils aux bornes directes de la résistance de chauffe, et j'ai remis l'ensemble à l'endroit. On entend en effet bien la pompe et les 2 électrovannes qui fonctionnent, il y a donc peu de chances que la panne vienne de là. On va donc plutôt se concentrer sur la chauffe. La résistance est OK, à l'ohmmètre on trouve 37 ohms. On sélectionne mesure de tension alternative et on remet l'appareil sous tension. Au départ, le bouton vert clignote et on a 230 volts aux bornes de la résistance, le temps que la bonne température soit atteinte. Lorsque c'est le cas, la tension retombe à 0 et la lumière verte devient fixe. Si on fait cracher de la vapeur, la température diminue, la chauffe reprend et la pompe complète le niveau dans la chaudière. Le problème, c'est qu'au bout de quelques minutes, la tension aux bornes de la résistance disparaît, mais ne réapparaît pas. Ce qui explique que petit à petit, la puissance de la vapeur diminue jusqu'à devenir inexistante. Et on n'a aucun signalement de défaut. On va suivre les fils jusqu'à la carte pour faire des mesures plus précises et voir si ça vient du thermostat, de la sécurité thermique ou bien de la carte. Et je précise qu'il y a encore de l'eau dans la cuve. Ce schéma électrique va confirmer nos points de mesure. On retrouve EV2, l'électrovanne turbo, et la sonde CTN servant au niveau d'eau. Ce qui est important, c'est de faire une mesure aux bornes de chaque élément en série avec la résistance de chauffe. Et alors que je pensais plutôt à un problème de thermostat ou de sécurité thermique, il s'avère que la panne vient de la carte électronique. Et attention aux doigts, lorsque la résistance n'est pas alimentée. Le fil gris qui est censé être le potentiel bas, en quelque sorte le neutre, s'élève au même potentiel que la phase. La différence de potentiel est nulle, plus de chauffe. J'ai rapidement coupé le jus, retourné l'appareil et mesuré la continuité aux bornes des composants. Et en effet, thermostat OK, sécurité thermique OK. Je suis donc à 90% persuadé que c'est la carte électronique qui est en cause. Il y a toujours une petite incertitude, mais on pourrait essayer de la changer. Mais problème, a priori elle n'est plus fabriquée. Bon, il reste éventuellement une dernière chance. Essayez de la réparer, mais ça
c'est encore une autre histoire. Précédemment, on avait mis hors de cause le thermostat, la sécurité thermique, la pompe, les 2 électrovannes et la résistance de chauffe. Par contre, on s'est aperçu qu'au bout de 5-10 minutes, la carte électronique n'alimentait plus justement cette résistance de chauffe. En fait, pour être plus précis, la tension au bornes de la bobine des relais se mettait peu à peu à chuter. Souvent, un tel problème peut venir des condensateurs. On va donc les commander et les changer. Ici, il y en a 2 et on va profiter de l'occasion pour parler des valeurs inscrites sur ces condensateurs. La lecture est parfois pas évidente. Il y en a de nombreuses sortes. Ceux qui sont polarisés ont un repère sur la borne moins et dans ce cas ne surtout pas inverser le sens. D'autres ne le sont pas, comme les condensateurs de démarrage pour moteur monophasé. Ceux-là comprennent d'ailleurs 2 types, on en a parlé dans une précédente vidéo. Ensuite, dans les non polarisés, il y a les classiques et puis il y a ceux-là, regarde bien. La lettre X signifie que ce sont des condensateurs de sécurité. Ils sont le plus souvent carrés, bleu, gris, jaune ou rouge. Et c'est pareil pour la lettre Y, mais ces derniers ont plus généralement cette forme et cette couleur-là. Quant aux valeurs, revenons sur le premier condensateur à changer. Les 2 premiers chiffres, c'est la valeur de la capacité en picofarad pour les petits, microfarad pour les gros. Le 3e chiffre, c'est le multiplicateur, on va dire le nombre de zéros. Ici, on a donc 330 000 picofarad, c'est-à-dire 330 nanofarad. La lettre qui vient après, c'est la tolérance. M correspond à 20%, c'est ce qu'on peut vérifier sur ce tableau. 275 alternatifs, c'est la tension admissible, et X2 que c'est bien un condensateur de sécurité. C'est le plus important, mais on aurait aussi pu parler par exemple de la dérive en température. En tout cas, j'ai commandé les 2 condensateurs et je viens de les recevoir. 5,53 €, ça va, c'est pas trop cher. C'est ok, c'est bien les bons. 0,33 microfarad, ça correspond bien à 330 nanofarad. Et une fois dessoudé, on peut mesurer qu'en effet, la valeur n'est plus de 330, mais de 137 nanofarad. Le second, lui, avait beaucoup moins de dérivés. On l'a remplacé quand même. On va maintenant tout remonter en faisant bien attention de ne pas coincer les fils. Mais surtout, on va pouvoir enfin essayer pour voir si on a bien travaillé ou pas. On remet donc sous tension. Le voyant vert clignote pendant 2 minutes. Ça, c'est normal. Le temps que l'eau monte en température dans la chaudière. Quand il est fixe, c'est bon. Et là, a priori, pour l'instant, ça marche. Je reviens au bout de 20 minutes. Et là, le voyant rouge clignote, mais ça, c'est normal. Au bout de 10 minutes sans fonctionner, il se met en pause. Ok, je fais un reset. Là, ça fonctionne encore. Et pareil au bout de 40 minutes et au bout d'1 heure. Ok, défi gagnant. Avec 5,50 €, on a réparé un appareil qui coûte environ 250 €.